Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo, les divisions internes, terreau fertile pour la crise. C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons sur ce sujet à cause des derniers rebondissements dans l'actualité en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi avait appelé à une union nationale. Il a appelé la classe politique à laisser tomber les divergences internes et faire face à la crise qui secoue le pays, c'est-à-dire parler d'une seule voix contre le M23 et le Rwanda. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a réellement pas d'union nationale, comme l'aurait entendu le président Félix Tshisekedi. Lui qui parle d'union nationale, l'avait déjà essayé quand il avait pris le pouvoir et face au camp Joseph Kabila, quand le clash est intervenu, il a créé cette union sacrée pour porter son pouvoir à l'Assemblée nationale, et ce qui a créé cette scission entre son camp et le camp Kabila. Il demande aujourd'hui que la classe politique s'unisse derrière lui. Pourquoi ? Pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Les différents opposants qu'on connaît en République démocratique du Congo ne font pas de déclaration pour soutenir la politique du président. Que reproche-t-il réellement à Tshisekedi? Quelle serait la solution? Est-ce que cette division ou ces divisions constituent un terreau fertile pour l'avancée du M23 sur le terrain? Nous nous interrogeons avec nos invités. Et je commence par vous, Adam Adranou. La crise continue en République démocratique du Congo. De jour en jour, le M23 gagne du terrain au détriment de l'armée nationale. On pourrait imaginer tous les types de scénarios dans cette situation. Face justement à cette avancée, le président Tshisekedi a appelé ses opposants à s'unir derrière lui pour parler d'une seule et unique voix face à l'agresseur. Mais fait bizarre, ses opposants ne semblent pas aller dans la même direction que lui. Rares sont ceux qui se prononcent, et quand ils se prononcent, ce n'est pas justement en sa faveur. Je pense que Félix Tshisekedi a commencé par trouver en réalité les bons repères qui devraient être annoncés plus tôt pour amener donc à juguler cette crise-là. Malheureusement, il a laissé le temps passer. C'est vrai que nous n'allons plus revenir ici sur l'avancée des rebelles que tout le monde connaît. Mais l'évidence c'est que, c'est vrai, vous l'avez dit tantôt dans votre amorce de sujet, en parlant du fait que Félix Tshisekedi avait réussi à unir une grande partie, une majeure partie de l'opposition en sa faveur, ce qui lui a permis, entre-temps, de pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Malheureusement, cette union sacrée a plus de passifs que d'actifs. Et que si en réalité on avait eu une union sacrée qui était donc stable, liée donc aux vertus voulues, et que la politique politicienne n'avait pas pris le dessus, aujourd'hui je ne vois pas qu'on puisse encore citer cette position-là dans la résolution de cette crise. Elle devait être automatique. Ça voudrait dire quelque part que nous avons une union sacrée qui s'est effritée, en sa défaveur bien évidemment. Il a eu à profiter et à avoir ce second mandat, mais malheureusement il y a des rancœurs qui subsistent aujourd'hui, parce que nous n'allons plus revenir sur le fait que vous prenez par exemple Kabila, où il s'est contre vents et marées, il a eu à vouloir déchiqueter pratiquement son parti politique en sa faveur bien évidemment. Donc aujourd'hui, ce qui serait évident, même si certains opposants arrivent véritablement à saisir cette main tendue, ce qui n'est pas évident, puisque le politicien lui juge par l'acte, mais il juge également par les réalités du terrain. Mais aujourd'hui, on constate que les réalités du terrain, que ce soit bien au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau des acteurs politiques, il y en a qui sont pour aujourd'hui le M23, vu que le M23 a gagné une bonne proportion du territoire, et aujourd'hui sa politique commence déjà par attirer bon nombre de populations. Est-ce aujourd'hui une opposition ou un parti politique qui se trouve être dans la logique de pouvoir d'amener ou de pouvoir donc arriver à prendre le pouvoir demain puisse être en défaveur d'une bonne partie de l'opinion qui est pour le M23? C'est là où la question subsiste. Vous avez vu la dernière sortie de Kabila qui dit long. Aujourd'hui, les gens se posent la question, même si pour nous, à lire les attitudes, on se dit qu'il est plus ou moins proche du M23 et ou pratiquement sur ce que revendique peut-être le M23. Et bon nombre d'opposants également
au sein aussi bien de cette coalition sont pour le M23, mais pour d'autres qui peut-être n'ont pas pris langue avec les approches du M23 se disent, nous avons en face de nous en tout cas le M23 qui fait des pas de géant. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'il faut prendre aujourd'hui position pour celui qui est faible, même si il est le président de la République et revendique en tout cas les actifs en faveur de l'opinion de la RDC, ce qui est évident. Le politique, lui, il anticipe et veut rester dans les actifs de demain. Alors, donc, mais quand on voit un peu la situation sur le terrain, est-ce qu'il faut plutôt faire des calculs politiciens? Non, la question aujourd'hui, c'est vrai, Félix Tshisekedi, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, lui-même n'a pas pris en réalité la bonne option pour juguler cette crise-là, faisant en sorte que nous ne voulons pas savoir de quoi est composé le M23, qu'est-ce qu'il revendique. Il refuse carrément de discuter avec eux, mais les opposants en eux, ils se disent véritablement que voilà, ils prennent langue avec le M23. Peut-être les approches que définit le M23 aujourd'hui sont en faveur de la RDC prise dans sa globalité, et donc Félix Tshisekedi ne veut pas en savoir, donc naturellement, on prend langue aux côtés de celui qui est fort. Et aujourd'hui, celui qui est fort, quoi qu'on dise, même aujourd'hui, c'est vrai que la connotation rebelle sur le M23, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils revendiquent des choses qui vont en faveur de la population, étant donné qu'aujourd'hui, qui sont sur le terrain et s'expriment de cette manière-là, une bonne partie de la population, même si c'est pas frayeur, que la population... même si c'est pas frayeur, les gens sur le M23, donc ils ont quand même des actifs qui tirent sur l'opinion du M23, faisant croire qu'aujourd'hui, ils sont pour le M23. Merci beaucoup. À vous, Adam Ajrono. Alors, Sana Veuel, l'union sacrée à laquelle, ou l'union nationale, c'est comme ça qu'il a appelé, à laquelle le président Tshisekedi a appelé depuis le 22 février, tarde à voir le jour. Il avait voulu que la classe politique, surtout de l'opposition, se rejoigne à sa cause, ou se rejoigne à la cause de la RDC telle qu'il la présente, pour faire face au M23 et à l'agresseur connu sous le nom de Rwanda. Mais dans la foulée, jusque-là, nous sommes en début mars maintenant, rares sont ceux qui se prononcent par rapport à cette position, cette main tendue du président Tshisekedi, et ceux qui ont eu le courage de se prononcer ne sont pas allés dans le même sens et semblent remettre la responsabilité de la situation sur Félix Tshisekedi. Est-ce que cette division constitue aujourd'hui un terreau fertile à l'avancée du M23? Je suis quand même heureux, c'est vrai que c'est une situation déplorable, mais heureux de constater qu'un certain nombre d'acteurs semble rejoindre ou bien semble confirmer les griefs que l'ancien président Joseph Kabila a tenus contre Tshisekedi. Et aujourd'hui, si il décide maintenant de faire preuve d'ouverture, c'est que cela confirme qu'il y avait exclusion auparavant. Et cela confirme que la seule voie pour trouver une solution durable au conflit qui dure depuis des années en RDC, c'est, n'est-ce pas, d'associer toute la classe politique. Il le reconnaît maintenant. Mais je pense que cela aurait été perçu de bonne foi s'il l'avait fait quand la situation était sous contrôle. Vous savez, quand vous avez des adversaires que vous décidez d'exclure d'une manière ou d'une autre, soit par la ruse, soit par d'autres moyens, peut-être justifiés d'ailleurs, et que ces adversaires-là, quand vous aviez la main pour ouvrir, pour être disponible, vous ne l'aviez pas fait. Et maintenant, lorsqu'ils prennent des initiatives peu ou pas républicaines et contrôlent une majeure partie ou bien une partie essentielle des ressources stratégiques, et que c'est maintenant que vous leur ouvrez la porte, ça va être difficile. Ça va être difficile qu'ils vous prennent vraiment au sérieux. On a souvent accusé le Rwanda de soutenir, n'est-ce pas, cette rébellion. Mais lorsque nous allons dans les faits, est-ce que le Rwanda pouvait faire autrement? Vous avez les FDLR qui sont une milice constituée de la majorité des Hutus qui
ne planifie qu'à faire échec au gouvernement de Kigali. Donc, c'est naturel qu'un État ne va pas laisser prospérer à sa frontière une milice qui était composée de génocidaires par le passé. Donc, je crois que c'est une position, c'est-à-dire que c'est quasiment de la légitime défense de la part du Rwanda de soutenir le M23, puisque le M23 combat ce FDLR. Présenté comme ça, n'est-ce pas plutôt une manière d'encourager la crise chez le voisin pour se protéger, puisque si on pourrait se préparer, être sur la défensive, estimons qu'il y a le FDLR de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo, mais aller jusqu'à soutenir un autre groupe sur le même territoire contre les populations ou contre l'armée du pays, n'est-ce pas plutôt carrément sorti de cette logique? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un combat contre les populations. Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Et les civils tués, ils sont dans le compte. Non, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a toujours des civils qui en prennent le prix fort, dans toutes les guerres. Il n'y a pas de guerre où c'est seulement les militaires, que ce soit en Ukraine, partout, il y a toujours eu des dommages collatéraux. Mais je ne pense pas que si le M23 ne ciblait que les civils, je crois que les populations, ces avancées auraient été vraiment difficiles. On a vu le meeting que le M23 a organisé et récemment. Cela prouve à suffisance que ce qu'on raconte, c'est du faux. Mais il faut quand même tenir compte des réalités sur le terrain. Et les réalités aujourd'hui, la position du président Tshisekedi semble prouver. Aujourd'hui, c'est l'exclusion qui a provoqué un certain nombre de choses. C'est la remise en cause d'un certain montant qui était versé au Rwanda pour compenser, je peux dire, ce qu'il a pu engager pour faire... L'effort de guerre, pour faire partie Mobutu. Tout à fait. Donc, c'est tous ces éléments-là, pris ensemble, qui expliquent ce qui se passe en réalité. Et vous verrez récemment, quand les États-Unis et au Rwanda, l'ambassade décourage ses citoyens de rester dans le pays, cela veut dire qu'il y a une situation explosive qui risque d'embraser ce pays. Et donc l'option militaire ne pourra jamais prospérer. Vous avez vu déjà, il y a un accord de défense signé entre le Rwanda et l'Ouganda. Et donc sans la négociation, la sous-région là-bas va s'enflammer. Et l'option militaire ne va jamais prospérer. Et cette affaire ne pourra finir qu'à la table d'une négociation. Merci beaucoup. À vous, Sana Veuyal-Sadiovichou, même si cette affaire devrait finir à la table des négociations, pourquoi l'opposition ne rejoint-il pas Félix Tshisekedi pour plaider la cause de la République démocratique du Congo? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que cette division constitue un terreau fertile pour l'avancée du M23 sur le terrain, Gabin? Bien évidemment. C'est une division aujourd'hui qui profite beaucoup plus au M23. Avant de parler du Rwanda, il faut savoir que premièrement, ces rebelles-là se sont constitués par des Congolais. Quand nous prenons le M23, ce n'est pas les Rwandais qui ont constitué le M23, ce sont des Congolais, c'est-à-dire des gens qui ont décidé par eux-mêmes de déstabiliser leur pays. Malgré tous les accords qu'il y avait eu entre-temps, qu'il y ait respect de ces accords-là ou pas, mais ce sont quand même des Congolais qui avaient décidé de déstabiliser leur propre pays. Quand nous prenons l'FC... la version de qui? Oui, mais pour moi, ce sont des Congolais. Ok, d'accord. Voilà, et parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer des choses en tant que Congolais. Quand nous prenons l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, c'est des Congolais. À leur tête, Corneille Nangaa, qui a pour soutien Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est une coalition AFC M23 qui marche ensemble. Ouais. Donc, la dernière fois, lors de ce meeting-là, où il y a eu pratiquement 11 morts, mais on sait comment les mobilisations ont été faites. Et c'est par peur que les populations se sont rendues là-bas. Aucune personne qui est dotée de bonne moralité ne peut se rendre à des meetings des gens qui entre-temps ont tué leurs frères. On a vu des morts joncher des rues. Il n'y a personne qui va me convaincre que voilà, ce mouvement M23FC là est en train de lutter pour la population. Vous ne pouvez pas tuer des milliers de personnes. Adam et Sana. Ouais, je suis contre leur avis. Vous ne pouvez pas tuer des milliers de personnes et au même moment leur dire que je suis en train de défendre votre intérêt. Ça ne se passe nulle part. Si vous détruisez toutes ces personnes-là, après, vous allez diriger qui? Ce sont des intérêts égoïstes que ces gens-là poursuivent. Quand nous prenons Joseph Kabila aujourd'hui, il a eu à diriger le pays pendant un long moment. Aujourd'hui, il s'est retiré, il s'est mis du côté de Corneille Nangaa, tout simplement parce qu'il se dit, bon, j'ai été ancien président et Félix Tshisekedi m'a mis de côté. Quand nous prenons Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu et autres, quand même, ce sont de grands opposants, ce sont des gens dont les voix portent
dans le pays. Qui sont silencieux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, se sont tus. Ils ne disent absolument rien. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont incapables. Oui, ce sont des gens qui sont incapables de mettre leur ego de côté et de mettre la patrie en avant. Il y a un déficit de patriotisme aujourd'hui en RDC. Ce qui fait que les populations sont laissées pour compte et on les malmène de gauche à droite. Ce sont des gens qui se disent, tant que moi je ne suis pas au pouvoir, on peut tout faire, je ne vais pas parler. Quand je vais arriver aussi, je vais diriger à ma manière. C'est de cette manière-là que ces gens-là réfléchissent. Et ça, aujourd'hui, c'est le Congo qui en pâtit. Les gens voient juste Félix Tshisekedi au lieu de voir la nation congolaise. Félix Tshisekedi, il est dans son dernier mandat. Il lui reste à peine 4 ans. Normalement, mais il y a une affaire de révision constitutionnelle. Bon, je ne vais même pas revenir sur ça parce que lui, il dit que bon, il n'envisage pas briguer encore un autre mandat. Donc, on le prend au mot. Okay. Mais Félix Tshisekedi va partir. Et les RDC, ça va devenir quoi? Les morts là, les milliers de morts, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, ils vont devenir quoi? Les femmes violées, les exilés. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, à un moment donné, quand on est politicien et qu'on ne prend pas les devants, on a vu dans nos pays, quand les terroristes ont commencé par attaquer, même les opposants, ils ont donné leur voix. Certains moments proposaient même d'apporter des vivres aux forces de l'ordre au front. C'est ça le patriotisme. Mais au Congo, on ne voit pas cela. Les gens luttent juste pour des portions de terre, pour que je puisse aussi exploiter des richesses minières. Il faut voir ces politiciens-là comment ils se sont enrichis dans ce pays. Donc, à un moment donné, c'est un déficit de patriotisme, la division, la recherche d'intérêts égoïstes qui fait aujourd'hui en sorte que la RDC se retrouve dans cette situation. Parce qu'au prime abord, ce sont les Congolais qui s'entre-attaquent, si je peux le dire ainsi, et le Rwanda, comme un troisième larron, a trouvé un terreau fertile pour s'engouffrer, comme l'a dit le président Yadema. Si le mur est lézardé, l'ennemi va s'infiltrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à RDC. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, Adam, vous êtes dans une logique selon laquelle, quoi qu'il arrive, le M23 est en position de force. Mais le prendre comme ça, n'est-ce pas, aller peut-être à une scission, peut-être de la RDC ou carrément à une chute du pouvoir de Félix Tshisekedi et peut-être déboucher une crise plus grave que ce qu'on voit déjà. Oui, les deux options que vous venez de citer sont plausibles. Vous savez, la politique est faite de prudence, de méfiance, mais également de violence. C'est comme ça l'expression politique. Et parlant de l'expression politique, je pense que si aujourd'hui, tous les avis que nous développons ici et les anticipations que nous essayons de faire, je pense que tout ceci est à mettre à l'imprudence de Félix Tshisekedi qui, en réalité, n'a pas vu cette crise-là venir lui prendre le coup. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer une telle situation? Mais vous savez, dans un pays, de toutes les façons, lorsque vous dirigez un pays, il n'y a pas de petite crise. Il n'y a pas de petite crise. À partir du moment où vous faites défaillance, à partir du moment où vous considérez, vous minimisez une petite crise, c'est cette petite crise-là qui risque de vous emporter. Voilà pourquoi, en réalité, moi je me dis, je ne sais pas si c'est par imprudence ou par méconnaissance à fond de la politique que cela est devenu. Je pense que ce qui devait être fait, et je crois que ce serait quand même la bonne option, c'est de faire en sorte de considérer cette crise-là comme étant une menace extrême. Et très tôt, on fallait mettre en place tout le dispositif qui permettrait aujourd'hui de pouvoir circonscrire en fait l'avancée des rebelles et on ne serait pas aujourd'hui à ce niveau-là. Donc si aujourd'hui on a tendance à voir véritablement cet effondrement de l'opposition aller jusqu'à ce point, c'est justement parce que l'opposition essaie de voir, elle est attentive, essaie de voir véritablement à qui peut profiter en réalité la situation à l'avenir. Voilà pourquoi je disais l'expression politique, elle fait plus de méfiance. Et je pense que si aujourd'hui il y a une union, parce que quelque part ne prenons pas ou ne regardons pas en réalité le M23 au premier degré. Aujourd'hui le M23, entre-temps on disait voilà c'est le rebelle. Si nous constatons que véritablement ce sont les rebelles qui sont là, je pense que l'union sacrée devait être automatique. Je pense que le M23 aujourd'hui a des tentacules assez politiques. Et justement, entre-temps, Félix Tshisekedi était là en disant voilà c'est le Rwanda. Je disais non. Il faudrait quand même que, et tout le monde je pense que est d'accord avec moi aujourd'hui qu'il fallait très tôt discuter avec le M23 que de rester dans une position disant que voilà, le M23 c'est le Rwanda, etc. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui les opinions ont changé et on voit que c'était normalement
les Congolais qui revendiquaient quelque chose et ils ont pris les armes. Et donc, il fallait donc discuter avec eux, trouver une issue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. À vous, Adam. Alors, Sana, est-ce que discuter avec le M23 serait la solution? Si rien n'est fait, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une scission de la République démocratique du Congo ou à la chute du pouvoir de Tshisekedi, vu que les opposants ne veulent pas s'unir à lui? Non, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que j'irai négocier avec une personne qui a tout fait pour créer l'implosion au sein de mon parti politique, tout fait pour m'écarter de la reine politique, et maintenant que je suis en train, par mes propres moyens, en train d'y arriver, d'avoir accès à des ressources, maintenant, pourquoi j'irai négocier avec une telle personne? C'est la question qu'il faut se poser. On parle beaucoup ici de patriotisme. Le patriotisme ou bien l'égoïsme politique pour la combattre, il fallait penser aussi à ne pas vouloir détruire l'adversaire politique totalement. Il fallait peut-être laisser Fayoulou. Il fallait peut-être laisser Fayoulou gouverner. Où était le patriotisme à ce moment-là? J'aurais aimé peut-être que Tshisekedi le laisse, dise non, vous m'avez choisi, mais je ne veux pas, au nom de l'intérêt du Congo, laisser Fayoulou gouverner. En ce moment, il était où? Non, c'est trop tard maintenant peut-être. Donc aujourd'hui, naturellement, le M23, l'AFC, le clan Kabila... à Tshisekedi, peut-être, est-ce qu'en voulant faire payer à Tshisekedi peut-être cette erreur politique, selon vous, est-ce qu'on ne risque pas de le faire payer à tous les Congolais finalement, qui sont normalement innocents? Ce qui se passe, c'est-à-dire on a fait payer déjà aux Congolais beaucoup de choses. Quand Fayoulou n'a pas gouverné, il faut le dire. Il faut le dire, non, il faut le dire. Guillaume, si vous me harcelez, vous me poussez dans mes derniers retranchements, et là, lorsque je commence par gagner du terrain, je vais discuter avec vous au nom de quoi? Non, en tant que quoi? Je suis d'accord que vous ne discutiez pas avec moi. Vous n'allez quand même pas attaquer Adam et Gabin parce qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Et aujourd'hui, justement, il faut se poser la question, pourquoi tous ces adversaires politiques, ces opposants politiques de non, ne vont pas dans le sens de l'ouverture souhaitée? Peut-être qu'ils estiment qu'il est de mauvaise foi. Donc, je crois que c'est trop tard pour parler de patriotisme. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, il faut constater que le M23 contrôle des plans stratégiques du pays, et donc forcément, c'est des négociations. Et si on ne passe pas la négociation, forcément, et ça va être la même situation déplorable qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où à un moment donné, certains acteurs politiques ont préféré prendre le pouvoir par les armes. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel. Alors, Gabin, Adjaro, est-ce qu'on ne risque pas finalement d'aller vers une plus grande fragilisation du pouvoir congolais, parce que si Félix Tshisekedi n'arrive pas à obtenir le soutien de la classe politique, avec quel poids ira-t-il discuter, puisque les deux autres parlent de discussion, mais avec quel poids ira-t-il discuter s'il ne peut même pas compter sur le soutien de ses compatriotes? Aujourd'hui, c'est difficile, le pouvoir est déjà fragilisé. Le pouvoir de Tshisekedi est déjà fragilisé. Quand tu vois déjà les soutiens à l'extérieur, il n'en a pas tellement. Les organisations sous-régionales qui devaient même le soutenir, ils sont très faibles, elles ne peuvent pas le soutenir véritablement. Et à l'intérieur aussi, pratiquement tout est fragilisé. Aujourd'hui, quand on voit déjà l'armée qui doit constituer quand même la pente quand même de résistance de cette lutte-là, l'armée même se laisse avoir. Il y a d'autres même les militaires, les gendarmes qui rejoignent les rangs des envahisseurs et autres. Je vais les appeler comme ça, des envahisseurs, parce que quand aujourd'hui tu prends le M23 et puis l'AFC, quand tu leur demandes quelles sont vos revendications, ils vous disent tout ce que nous voulons prendre le pouvoir. Ils n'ont plus de revendications. Originellement, il y avait des revendications. Mais entre-temps, il y avait eu des discussions et tout, il y avait eu des accords qui n'ont pas été respectés et qui n'ont pas été respectés aussi par ce M23-là. Donc aujourd'hui, ils sont dans une logique de prendre le pouvoir et de gérer le pays. Mais c'est pourquoi je dis, au-delà de Félix Tshisekedi, il faut voir la nation. Est-ce que ces gens-là voient la nation? Non, ils ne voient pas la nation. Joseph Kabila, il a eu à diriger. Et moi, je ne peux pas, comme vient de le dire Stana, mais je ne peux pas être un candidat à une élection. Et puis, on va me dire, voilà, il y a... et après les élections, on te proclame en tant que quelqu'un qui a gagné. Et puis, tu vas dire, non, moi, je n'ai pas gagné, c'est l'autre qui a gagné. Ça veut dire quoi? Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que les Congolais n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.